Bonjour à tous. Donc ce soir, on rend hommage à Cyril. Je suis ravie et je suis également émue. Il y a sa famille qui est là, il y a des professionnels, des associations, beaucoup de monde. Bon, cet hommage a déjà commencé ce matin. Donc il y a eu une journée à l'université Paris 8. Donc avec les collègues de Cyril avec qui il a mené différentes recherches. Donc des recherches qu'il a menées ici en France, et également à l'étranger, donc à Rochester, aux États-Unis, à Londres, en Belgique. Donc il y a d'autres équipes de collègues de Cyril qui vont intervenir ce soir et qui viennent d'un laboratoire qui s'appelle SFL, Structure formelle du langage, et dans le cadre du projet Créageste, donc. Ensuite, il y aura des témoignages de professionnels et de citoyens sourds, et puis un discours de Philippe Boyer, président de la fédération, de la FNSF. Donc maintenant, je vais donner la parole à Marianne Salandre, Marie-Thérèse Lhuillier et Salia Ewen. Je vais leur laisser la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Ça va, tout le monde me voit bien? Eh bien, bonsoir à tous. On est très contentes toutes les trois de rendre hommage ce soir à Cyril, qui était notre ami et également notre collègue. Donc on va vous présenter le projet Créageste, mais avant j'aimerais vous parler un peu du contexte dans lequel on a travaillé ensemble, donc avec Cyril Courtin. On s'est rencontrés en 98. Et on a eu... Bon, bien sûr, il travaillait sur la psychologie cognitive et les recherches linguistiques. Enfin, moi, j'étais au début de mes recherches linguistiques. Enfin, lui, vraiment, on a cherché vraiment à mener un projet ensemble sur donc, la cognition et les compétences linguistiques chez l'enfant sourd. Et donc on a travaillé entre 98 et 2006, on a eu beaucoup d'échanges, mais ça n'a jamais été formel. On a beaucoup échangé, c'est devenu amical, et puis en 2006, on a eu une proposition à Paris 8 pour monter un projet, un financement pour monter un projet de recherche et pour créer des corpus, et donc c'était l'occasion pour intégrer Cyril dans une vraie recherche et faire un travail, vraiment une recherche formelle sur le développement linguistique, l'iconicité, les structures de transfert. Moi j'avais déjà mené ces recherches, enfin il y avait déjà des recherches menées dans ce sens-là, mais c'était intéressant aussi d'avoir le point de vue de Cyril qui s'intéressait à la cognition, enfin aux aspects cognitifs, et de faire le lien entre nos deux disciplines. Et donc c'est dans ce cadre-là que Cyril a été amené à participer à ce projet, donc ce projet qui s'appelle Créageste. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Thérèse, qui va présenter le projet Créageste et qui va parler de ce qu'est un corpus. Marie-Thérèse est la référente nationale donc en ce qui concerne le recueil de données et la création donc, de ces corpus. Enfin, la constitution de ces corpus. Bon, tout d'abord, j'aimerais bien dire quelque chose, apporter un petit témoignage sur cette relation avec Cyril, comment elle s'est construite. Cyril faisait partie de GEST, de l'association GEST, et moi je le voyais aux conférences de cette association, donc il était question de santé mentale et de surdité. J'allais régulièrement assister à ces conférences, et petit à petit, on a été amené à se rencontrer et vraiment à rentrer en relation.
Bon, Cyril était en pleine évolution dans son apprentissage de la langue des signes, ce qui a fait qu'on a pu entrer de plus en plus en relation. Et moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir comme enseignant dans le cadre de la licence professionnelle à Paris 8. Et puis, petit à petit, on s'est mieux connus. Enfin, j'ai appris à mieux le connaître. J'ai pris connaissance de ses recherches. Enfin, j'étais pas très, très au fait sur les sciences dures. Et quand j'ai vu Cyril, la précision, Cyril, sa méthode, l'aspect très formel, statistique, très pointu, et sa démarche extrêmement scientifique, extrêmement structurée, j'ai découvert ça. Et il avait vraiment à cœur de mener des recherches avec des critères très précis et très déterminés. Et c'était vraiment, ça m'a beaucoup impressionné, et j'ai compris, enfin, pas ce que c'était qu'un corpus, mais j'ai compris vraiment ce que c'était que les sciences dures grâce à lui et grâce au travail que j'ai fait avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui nous a aussi beaucoup aidé dans le cadre de Créageste. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, je vais vous présenter ce projet Créageste. Peut-être que certains en ont entendu parler. Je vais brièvement vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, Créageste a donc un soutien financier. Donc, c'est un projet ANR, Agence nationale de la recherche, un projet qui s'étale sur 4 ans, donc entre 2007 et 2011. Et l'objectif de ce projet, c'est de recueillir des données, de constituer des corpus en langue des signes, vidéo. Alors des corpus d'enfants, d'adultes, sourds, et puis d'entendants, de la gestualité naturelle des entendants. La gestualité coverbale. Alors je vais vous présenter l'équipe. Voilà. Donc il y a 3 universités qui travaillent en partenariat, donc l'université Paris 8 et le CNRS, et puis Paris 5. Donc la psychologie cognitive, et puis l'université de Lille 3. Donc chacun travaille dans un domaine bien précis, chacun dirige un domaine bien précis. Donc il y a 5 sous-projets. Le premier, donc, c'est l'acquisition de la langue des signes par les enfants sourds et de la gestualité naturelle et la langue des signes, les dialogues LSF d'adultes sourds. Le 4e et le 5e, c'est plus des aspects techniques. Donc les 3 premiers sous-projets, dans le cadre des 3 premiers sous-projets, il s'agit de recueillir des données et de constituer des corpus. Et puis de traiter ces corpus de façon technique, c'est-à-dire de les enregistrer, de les numériser, de constituer des fichiers et de créer à terme un site collaboratif donc et consultable par la communauté scientifique dans le cadre de recherche, et puis également par les enseignants de LSF, à titre de support pédagogique, et par la communauté sourde également. Parce que c'est aussi un moyen de valoriser, de protéger la langue des signes, d'en garder des traces, et de constituer un patrimoine aussi pour la communauté sourde. Et puis également, les parents entendants et sourds pourront consulter ces données. Donc, moi, je vais vous parler du sous-projet 1. Je vais me focaliser là-dessus, donc l'acquisition de la langue des signes par les enfants sourds et le recueil de données de corpus en langue des signes. Je vais vous parler de ce thème-là maintenant.
Donc je vous parle de corpus depuis tout à l'heure. Alors parmi vous, il y a sûrement des gens qui n'ont pas des connaissances linguistiques, ni qui ne vont pas à l'université. Donc je vais vous expliquer ce qu'est un corpus. Donc on crée un lieu de tournage, on soumet un stimulus à un enfant, c'est-à-dire qu'on lui propose une image. Et ensuite, donc, l'enfant regarde cette vidéo et restitue un récit, donc restitue ce qu'il a vu en langue des signes. Et ensuite, ces données sont analysées. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà, c'est ça la constitution d'un corpus en langue des signes. Alors, il y a trois applications. Ensuite, il y a trois utilisations, exploitations possibles, donc exploitation scientifique. C'est-à-dire que on peut étudier les étapes de l'acquisition de la langue des signes par un enfant. Et on peut faire des comparaisons avec l'acquisition des langues vocales par les enfants entendants. Parce qu'on constitue des corpus à différentes étapes de l'acquisition du langage. Et puis, on peut faire le lien aussi. Ça peut avoir des applications au niveau didactique. C'est-à-dire qu'on peut mener une réflexion sur l'élaboration de programmes d'enseignement de la langue des signes, de progression dans l'enseignement, et de pédagogie, enfin d'élaboration d'une pédagogie adaptée en vue de l'acquisition de la langue des signes par les enfants. Donc l'équipe de Paris 8 avait remarqué que la situation en France, enfin au niveau de la France, il y avait très très peu de corpus d'enfants qui existaient jusque-là, quelques-uns à droite à gauche. Et par exemple en province, c'était très rare de trouver des corpus d'enfants sourds de province. Donc voir un petit peu l'expression de ces enfants face à la caméra, mais aussi avoir des dialogues entre enfants et adultes. Ça, c'est quelque chose qui est très rare dans les corpus existants pour le moment. Donc, bon, souvent, ce sont des corpus d'enfants qui donnent une information. Donc, on a un petit peu réfléchi aussi, pour réfléchir aussi sur la psychologie et la cognition. On avait demandé à Cyril son avis et on avait travaillé avec lui sur ce domaine. Et aussi, par rapport au corpus, c'est très rare de trouver des chercheurs sourds qui ont pu être associés à ces recherches et à ce travail de recueil des corpus. Pour certains sourds, c'est encore très compliqué de pouvoir aller à l'université. C'est pas du tout parce que les personnes sourdes ont des problèmes de limites intellectuelles, mais ça vient de l'éducation qui est souvent très mal adaptée, qui tout d'un coup, enfin, qui
qui met souvent les personnes sourdes en échec et qui rend difficile l'entrée à l'université. Et aussi le manque d'interprètes. Donc, effectivement, ce qui était intéressant par rapport au corpus, c'était des corpus d'enfants sourds ou d'enfants ou d'adultes. Ce qui était intéressant, c'est souvent que la personne qui recueille les corpus, si c'est une personne entendante, généralement, automatiquement, la personne sourde s'adapte à son interlocuteur entendant et modifie sa langue des signes de manière complètement automatique, sans s'en rendre compte, et se donne un biais sur la langue des signes. Et la communauté sourde, ça vient pas forcément de la communauté sourde, mais c'est vraiment quelque chose qui est automatique. Donc l'équipe de Créagest s'inquiétait par rapport à ça et se demandait comment on pouvait éviter ce biais, comment faire pour recueillir des corpus et respecter les enfants et les adultes sourds dans le recueil de ces corpus. Donc, dans l'équipe de Créagest, on avait vraiment prévu une formation pour des chercheurs sourds, des enquêteurs sourds. Vraiment expliquer comment aller se tourner le recueil des corpus, toute la technique de travail en studio, la technique de caméra, les stimuli qui allaient être proposés aux enfants. Donc, il y a eu toute une formation au niveau d'enquêteurs sourds pour que ce soit eux qui aillent recueillir les données. Donc l'équipe de Créagest a une philosophie qui est vraiment importante, et l'idée c'est vraiment pas de travailler pour les sourds, mais de travailler avec la communauté sourde. Il y avait vraiment cet objectif de travailler ensemble et d'avoir des corpus de qualité. Vraiment, d'être vraiment au plus proche de la langue des signes communautaire. Donc c'est à partir de cette idée de départ qu'on a voulu recueillir les corpus. Comment ça s'est passé? Donc il a fallu construire toute la méthode de travail en relation avec les personnes sourdes. Donc il fallait des personnes référentes sourdes, donc une référente nationale pour coordonner tout le travail dans les régions, pour recueillir les corpus dans chaque région. Donc c'est moi qui ai eu ce rôle de coordinatrice nationale. Donc l'objectif, donc il fallait pouvoir évaluer dans chaque région les sourds compétents en langue des signes, mais des sourds aussi qui ont du recul sur leur langue. Donc dans chaque région, il fallait trouver ces personnes compétentes qui pouvaient être les enquêteurs. Donc, bien sûr, moi, je connaissais les compétences dans les régions. Les sourds qui ont ces compétences sont connus. Ils ont des réseaux. Donc, il fallait aussi établir tous les critères et guider les gens dans la prise de vue des corpus. Donc, tout un travail plutôt technique. Il fallait définir tous les paramètres de recueil des corpus, les critères d'âge, etc. Donc, il fallait aussi des gens disponibles et qui pouvaient s'investir dans ce projet Créagest. Donc, nous avons sélectionné toutes ces personnes qui sont là, ces équipes. Donc, vous voyez, dans la partie supérieure sont les chercheurs sourds et entendants. Et dans la partie basse de l'écran, ce sont les enquêteurs. Donc, Poupée Palaccio de Toulouse, Salia Ewan de la région parisienne, Nadia Boursin de la région d'Angers et Madame Pépin de Mulhouse, Christelle. Donc voilà, c'est l'équipe, vraiment une équipe vraiment dynamique, très motivée, qui a travailler sur la constitution des corpus. Donc on leur a proposé, cette équipe a eu la possibilité de faire une formation. Donc formation vraiment pour que chacun ait la maîtrise de leur travail pour faire les enquêtes ensuite, pour pouvoir aller faire les enquêtes dans les régions et récolter ces corpus.
Ensuite, ils partaient tous dans les régions après la formation pour faire des premiers corpus et ensuite on retravaillait en formation sur ces premières données. Pendant 2 jours, on s'est retrouvés tous ensemble et ensuite chacun retournait en région pour faire ses travaux de recueil de données et ensuite on se retrouvait encore en formation pour voir un petit peu toutes les difficultés qu'il y avait eu, pour redéfinir les critères et ensuite chacun repartait en région avec des critères plus affinés et pour un travail qui pouvait repartir dans de meilleures conditions. Donc par rapport aux récoltes des données par rapport aux enfants, c'est pas, on n'arrive pas comme ça sur un lieu et on se met à filmer les enfants comme ça au hasard. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une méthode, il y a vraiment un travail à faire, des critères qu'on a définis avant. Donc sur les langues vocales, pour les entendants, il y a des critères qui ont été définis pour faire des corpus et nous avons adapté aussi ces critères, mais pour la langue des signes. Il y a eu tout un travail pour définir des corpus. On a décidé de l'âge des enfants, donc des enfants de 3 à 11 ans. Donc des enfants pour qui la langue des signes est la langue principale. Des enfants qui ont soit des parents sourds, soit des parents entendants. Des enfants appareillés ou des enfants implantés, hein, ça il n'y avait pas de critères, ou sans appareil, hein. Des enfants scolarisés en classe bilingue ou en établissement spécialisé. Donc toutes les personnes qui étaient venues en formation avaient ces critères, connaissaient bien tous ces critères avant d'aller sur le terrain pour recueillir les corpus et trouver les enfants qui pouvaient être filmés. Donc après plusieurs allers-retours en formation, donc après toutes ces journées de formation et ces allers-retours, nous avons fait des bilans sur vraiment des recueils concrets de corpus. Alors on a déjà fait un bilan sur quelque chose qui a été fait en Île-de-France sur 50 enfants et sur 15 adultes sourds. Et puis il y a encore à venir une vingtaine d'enfants qui doivent être filmés. Donc, il y a eu des enfants filmés à Mulhouse, à Toulouse, à Angers et en région parisienne. Alors, comment ça s'est passé concrètement, tout ce travail pour le recueil des données? Donc, je vais laisser Salia maintenant vous expliquer un petit peu tout le travail d'enquêtrice qui s'est fait. Pour Salia, ça a été dans la région Île-de-France. Donc, je vais prendre la suite de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse vous a expliqué que les enquêteurs avaient pu participer à une formation. Marie-Thérèse était une des formatrices. Donc, on s'est formé vraiment très concrètement au travail qu'on devait ensuite aborder pour la récolte des corpus. Donc, en pratique sur le terrain, il fallait d'abord contacter les enfants. Il fallait donc on a commencé en 2008, donc avec l'équipe de Créageste. Donc les enquêteurs, on s'est tous retrouvés entre enquêteurs. On a suivi une formation. On a emmagasiné tout ce qu'on nous a expliqué pendant ces formations pour être vraiment prêts et solide pour faire ces premiers relevés de corpus. On est parti caméra en main et ordinateur sous le bras et on est allé à la recherche des enfants sourds. Alors où est-ce qu'on pouvait trouver des enfants sourds qui signaient? Donc on est allé dans les associations de sourds. Là on savait, moi j'ai fait des démarches de rentrer dans plusieurs associations de sourds. On savait qu'il y avait des enfants sourds qui signaient. C'était vraiment formidable de tous les voir signer là dans les associations. C'était très mignon.
Donc on avait des contacts de les associations avec leurs parents. On demandait aux parents si c'était possible et s'ils acceptaient que leurs enfants participent à cette expérimentation. Les parents étaient souvent d'accord. Et les enfants sourds qui signaient quelquefois avaient des parents entendants avec qui quelquefois ils avaient des difficultés de communication. Pour d'autres, les parents étaient bilingues. Donc pour les parents entendants, c'est Marianne qui a pris contact avec ses parents entendants d'enfants sourds pour pouvoir demander également de faire ses corpus avec ses enfants. À partir des critères qu'on avait définis, moi j'ai eu des difficultés quelquefois à pouvoir trouver les enfants qu'on pouvait filmer. Donc je suis allée dans plusieurs associations, j'ai rencontré des parents sourds, des parents entendants, j'ai été très très bien accueillie à chaque fois. Et quand parfois, les espaces étaient très inadaptés pour faire Quand on allait chez les parents, par exemple, pour filmer, on avait quelquefois des grosses difficultés parce qu'on était dans une pièce où le papier était à fleurs, où il y avait des cadres sur les murs. Alors, il fallait demander gentiment si les cadres pouvaient être enlevés, etc. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés pour filmer de manière correcte. Quelquefois, il y avait une table qui permettait pas à l'enfant de signer normalement, ou alors les enfants étaient dans un fauteuil, ils étaient tout petits dans leur fauteuil, ils étaient un peu avachis dans le fauteuil. Donc on a eu des problèmes techniques comme ça au départ pour pour faire les corpus. Donc à la suite de ces difficultés, donc il y avait aussi quelquefois des prises de vue face à l'ordinateur. On avait des enfants qui étaient le regard branché sur les parents ou sur la caméra. Donc ça, c'était aussi une difficulté pour avoir des prises de vue avec un regard juste. Donc on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée de filmer chez les parents, et on a donc essayé de faire des pilotes en trouvant le bon endroit pour le faire, et on s'est dit que c'était pas forcément bien de le faire chez les parents, c'était pas un endroit neutre. Donc après discussion, on a décidé et on a trouvé une solution. On s'est dit que c'était mieux de filmer vraiment, et on a fait les pilotes dans des écoles, dans des salles neutres. Donc, on avait donc tourné chez les parents, on a tourné aussi dans les écoles, on a tourné également dans des associations, au CNRS. Donc, on a fait ces corpus pilotes dans les écoles. Donc, il y avait tout le temps de préparation. Donc on arrivait dans les écoles, on nous proposait une pièce comme celle-ci. Il fallait donc installer tout le matériel, la caméra au bon endroit, les 2 caméras. Une caméra qui filme l'enfant et une caméra qui filmait l'adulte, les deux, enfant et adulte. Donc installer la caméra sur son pied, vraiment positionner pour avoir un bon cadrage par rapport à la langue des signes. Voilà, à chaque fois, c'était des réglages par rapport à la taille de l'enfant, par rapport le cadre par rapport à la langue des signes, avoir un fond bleu pour avoir des images de qualité. Donc, l'enfant était accueilli par une personne sourde. Au moment de l'accueil, bon, il y avait un petit échange pour prendre le temps, pour trouver la bonne position par rapport à la hauteur du siège, par rapport à la caméra, etc. Donc il y avait tout de mettre le dispositif en place, et c'était un moment où on se présentait, où l'enfant se présentait, où je me présentais, où on donnait son prénom en langue des signes, on donnait à l'enfant vraiment des indications pour qu'il signe bien face à la caméra, par exemple pour donner son prénom en dactylologie, etc.
Après, on présentait le travail à l'enfant, les différentes consignes, les différents stimuli. Donc, il y avait un premier stimuli, c'était une image. Marie-Thérèse vous a montré tout à l'heure l'image avec la petite chenille. C'est vraiment une belle image animée. Donc on présentait, la deuxième, c'est une image d'histoire du cheval. Ensuite, une BD de Tom et Jerry, un dessin animé de Tom et Jerry. Et les enfants connaissaient, donc ils étaient très très attirés par ce dessin animé et ils avaient beaucoup de choses à dire ensuite en langue des signes. Et pour chaque stimuli, on donnait une consigne qu'on avait vraiment appris au moment de la formation. Hein. On savait que pour faire les pilotes, il y avait une consigne différente par rapport à chaque support. Bon, l'expression en langue des signes des enfants était très variée, hein, suivant les enfants. Il y avait des enfants qui avaient une expression très fluide en langue des signes, avec une bonne maîtrise de la langue des signes. Pour d'autres enfants, c'était plus compliqué, une langue des signes beaucoup moins aisée, avec vraiment des obstacles pour s'exprimer en langue des signes. Certains refusaient carrément de s'exprimer face à la caméra et on essayait de les solliciter et quelquefois il y avait des vrais refus. Alors certains étaient mal à l'aise parce qu'il y avait des gens derrière la caméra, il y avait 2 caméras, donc pour certains la situation était trop difficile. Pour d'autres, par exemple pour le support de la chenille, voilà, la chenille qui monte sur la tige et qui vient grignoter la feuille. Pour certains, il y avait vraiment une reconstitution du récit qui était formidable. Pour d'autres, il y avait la chenille mange, il y avait ni la feuille, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas du tout. Donc j'étais obligée de solliciter en disant mais elle mange de la feuille, mais elle est où cette feuille, etc. Donc pour aider certains enfants, je devais poser des questions pour que l'expression en langue des signes soit vraiment meilleure. Mais ça demandait vraiment un gros travail pour les amener à cette expression d'un meilleur niveau. Certains enfants étaient bloqués au départ et en échangeant, en essayant de discuter d'autres choses, de se détendre, petit à petit, les enfants se sentaient un petit peu soulagés, en confiance et là pouvaient produire quelque chose en langue des signes de manière beaucoup plus souple. Donc une fois que ce recueil en langue des signes était fait, souvent, moi je posais la question aux enfants de savoir comment ils s'étaient sentis et là il y avait un dialogue vraiment difficile. Pour les enfants, c'était surtout les images le récit du cheval qui a posé le plus de problèmes, d'après ce que les enfants me disaient après leur production. Donc suite à ces tournages avec les enfants, on a recueilli donc énormément de données. Donc on avait l'ossature, hein, c'était une belle chose. Et une fois qu'on a recueilli ces données, ben, il faut les analyser. Hein. Il faut analyser la langue des signes, donc la regarder sous tous les angles. Et ça, normalement, c'est Cyril qui aurait dû présenter ce travail et tout le lien entre le corpus et la construction et les processus cognitifs. Et du coup, je vais passer la parole maintenant à Marianne qui va vous parler de toute cette partie analyse. Merci Salia. Alors, le thème de la conférence, vraiment, c'est montrer comment se construit une analyse linguistique, mais Salia et Marie-Thérèse ont voulu aussi on présente un minimum d'analyse. Donc je vais vous présenter un début, oui, parce que bien sûr ce projet Créageste n'est pas terminé. Et, bon, les données sont recueillies. Bientôt on aura fini de recueillir les données, donc ça c'est prévu pour 2012, mais l'analyse se fera après, l'analyse approfondie. Mais bien sûr, on a quand même déjà
un embryon de réflexion. On a déjà commencé à analyser ces données, donc je vais vous montrer deux focus, deux thèmes de réflexion. Alors, Salia vous a expliqué le choix des stimuli, les 4 stimuli pour amener les enfants à s'exprimer. Donc c'est peut-être pas la peine que j'y revienne. Il y a quand même le dessin animé donc de Tom et Jerry que je vais vous montrer. Alors, on a choisi ce dessin animé parce qu'en en discutant avec Cyril et avec l'équipe de linguistes, après de nombreux échanges, on a trouvé que présenter une vidéo complexe allait amener à une expression linguistique complexe et allait amener à découvrir des processus cognitifs complexes en lien avec les théories de l'esprit. C'est-à-dire ce que c'est que la duplicité, comment se cache chaque protagoniste de l'histoire dans la tête. Ça, c'est vraiment ça, les théories de l'esprit. Enfin, et bien sûr, pour les petits, c'est difficile de raconter cette histoire, mais je vais vous présenter quand même un extrait d'un enfant sourd qui a 11 ans et demi, et je vais vous présenter... bon, c'est un extrait d'1 minute. Hein. Donc cet enfant a 11 ans et demi, il est de famille entendante et est dans un établissement avec 2 langues.
Donc Salia lui présente une fois la vidéo, et puis l'enfant, il va directement, s'exprime directement. On voit vraiment qu'il y a la complexité, qu'il y a des différentes structures de transfert. On voit aussi qu'il y a les intentions et qu'il y a des processus cognitifs à l'œuvre. On peut vraiment voir différents degrés. On voit que cet enfant a des compétences et que les théories de l'esprit existent. Mais bien sûr, maintenant, il faut approfondir ces recherches. Alors, le deuxième focus de recherche, c'est par rapport à l'expression spatiale. Comment un enfant sourd, bien sûr en langue des signes, qui utilise, la langue des signes déjà utilise l'espace, bien sûr, la grammaire de la langue des signes est spatiale. Donc, on a pris des stimuli vidéo créés pour les enfants entendants et on a réfléchi à les adapter à la langue des signes. Et puis, donc on a filmé les enfants pour vraiment vérifier que les stimuli marchaient bien. Par exemple, donc je vais vous en présenter un petit extrait vidéo très court et qui fait partie donc des 24 items qu'on a présentés, au même titre que la chenille tout à l'heure. Donc il y a déjà une petite analyse faite à partir de 2 enfants sourds, de familles sourdes, tous les 2 âgés de 8 ans. Un garçon. Je vais vous montrer un extrait très court. Et puis la petite fille, le même extrait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit 2 stratégies différentes pour exprimer la même idée. Donc, chez le garçon, il y a 2 structures différentes. Donc, il y a d'abord une structure de transfert personnel. On voit l'enfant en train de glisser, enfin, qui est dans la peau du personnage qui glisse. Et puis, un transfert situationnel, c'est-à-dire qu'il y a, on voit la situation et l'enfant n'est plus l'acteur. Donc, il y a 2 structures de transfert. Et puis, dans le deuxième cas, la petite fille est en transfert personnel. Donc on voit que ce sont 2 points de vue différents. Alors le transfert personnel, c'est vraiment une prise de rôle, c'est le point de vue interne du personnage. Et le transfert situationnel, c'est un point de vue plus sur la trajectoire. Et bon, il y a moins d'expression de visage et c'est une vue d'ensemble de la scène. Alors pour conclure, bon, on vous a présenté ce projet Créageste et c'est vraiment un projet fait en étroite collaboration entre sourds et entendants. Et maintenant, donc ce corpus, qui est bientôt terminé, bon, il va y avoir bon, ça va se continuer encore un peu sur 2012. Et Créageste est le premier projet en France de recueil de données. Ça a demandé 1 an et demi de travail. Enfin, bon, il y a eu beaucoup d'essais, d'erreurs. Et bon, c'est bien sûr, on ne voulait pas filmer dans un laboratoire.
Ça aurait été plus facile, mais on voulait pas du tout faire venir les enfants et puis risquer de les bloquer. Donc, on a eu vraiment enfin, comme Marie-Thérèse et Salia vous l'ont expliqué, on a filmé à la maison, on a essayé, mais on a voulu voir ce que ça allait donner de filmer l'enfant dans son environnement habituel, et ça a donné lieu à beaucoup d'échanges. Et Marie-Thérèse vous a présenté l'équipe. Alors, cette équipe, elle est riche, dans le sens que, il y a des accords, des désaccords, et justement, Cyril, lui, grâce à sa méthode de psychologue cognitif, et nous, avec Ivani et puis Marie-Thérèse, enfin, avec notre approche de linguiste, c'est vrai qu'au départ, on avait du mal à s'accorder, on avait vraiment du mal à trouver une vitesse de croisière, et puis on y a réussi. Et c'est vrai que c'est normal, on fait des essais, on fait des erreurs, mais c'est d'une grande richesse. Et ce qui est important, c'est de ne pas garder ce corpus, de ne pas faire ce corpus pour nous uniquement, mais qui puisse être repris par la communauté sourde, par la communauté scientifique, bien sûr, pour des recherches, au niveau de la linguistique, de la psychologie. Et je pense toujours... bien sûr, c'est intéressant pour la pédagogie et la didactique aussi. J'aimerais vraiment que ça soit utilisé dans ce sens-là. Donc, merci à tous et merci à Cyril. Donc, maintenant, peut-être merci à toutes les trois déjà, mais on va peut-être passer à un court temps d'échange, de débat. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler? Voilà, est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir? Si ce sont des personnes sourdes, je vais vous demander de venir à la place où je suis. Sinon, les entendants, vous pouvez parler de votre place. Là, il y a une question. D'accord. Merci de votre intervention, j'ai écouté avec intérêt. Ma question est pour Marianne Salandre. Vous avez parlé de transfert personnel, situationnel. Il y a des signes standards aussi, mais alors le lien avec la cognition, c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a les théories de Wilcox sur l'iconicité cognitive. Et est-ce que c'est en lien ou est-ce que c'est pas en lien? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que... Voilà, c'est ça ma question. Merci pour cette question. Donc, on n'a pas encore fait d'analyse pour le moment. Donc, ce qu'on a présenté là, c'est notre méthode de recueil des corpus. Et l'analyse est pas. On a démarré un tout petit bout d'analyse sur les transferts et en lien avec le développement cognitif, etc. Sur ce qu'on parlait tout à l'heure des choses complexes comme la duplicité, etc. Mais il faudra aussi bienvenue si vous voulez participer à l'analyse, parce qu'il faudra qu'on soit un certain nombre de gens à faire l'analyse qui n'a pas vraiment démarré encore.